Ankama Animation. Si vous êtes un millennial comme moi, c'est un nom qui vous dira forcément quelque chose. Il s'agit du studio d'animation français qui appartient à la société Ankama, qui est à l'origine du célèbre MMORPG français Dofus. Pas mal, non? C'est français. Et Ankama Animation s'est fait connaître en réalisant un dessin animé dérivé de l'univers de Dofus, Wakfu. Je n'ai pratiquement aucun souvenir de mes tentatives de jeu sur Dofus, mais j'ai regardé la série Wakfu. Et là pour le coup, je peux vous le dire, c'est un des meilleurs dessins animés français que j'ai vu. Une aventure incroyable, épique, remplie de bonne humeur et de personnages hauts en couleur dans un univers bien maîtrisé. Mais surtout, un travail d'animation irréprochable, autant dans la série que les spin-offs ou les films dérivés. En particulier le film Dofus Livre 1, spin-off / préquel à la série, qui vaut le coup d'être vu pour son travail d'animation qui est divin. Mais j'avoue avoir un peu plus de mal avec l'écriture, notamment à cause de l'humour de Gros Beauf. Alors certes, il y avait déjà de l'humour un peu crade en Wakfu et les autres productions d'Ankama Animation. Mais là, ils se sont vraiment lâchés avec ce personnage. On m'a déjà traité de connard de SJW pour avoir dit que ce personnage de Ace Attorney était un stéréotype homophobe et transphobe. Mais franchement, aujourd'hui, dans n'importe quelle œuvre, est-ce qu'on peut se permettre un personnage comme ça ? Je pense pas ce que tu fais. Je suis prêt à recevoir mon bouchon. Mais attends. Il y a un changement de programme, Canunet. J'ai une finale qui m'attend. C'est Carca. Eh oh, tu vois pas que je prends ma douche? Oui, pardon. Tu veux pas lâcher mon nez, Lilith? Sans paraître discriminatoire. Et si moi, en tant qu'homme caucasien cisgenre hétérosexuel, vous trouvez que j'exagère lorsque je dis que ce personnage est offensant pour les membres du mouvement LGBT, alors dites-moi en toute bonne foi, quelle est la limite ? Après tout, je peux pas savoir ce que vous ressentez. Beaucoup de détours pour dire que si j'ai toujours apprécié Ankama pour son travail d'animation, il y a une période où j'avais un peu plus de mal à adhérer à leur façon de narrer une histoire, et le film que nous allons traiter ne fait pas exception. Sauf qu'ici, ce n'est pas l'humour qui m'a posé problème dans l'écriture. Mutafukas, film tiré de la BD du même nom, nous raconte l'histoire d'un cas vivant à Dark City aux USA, et qui un jour voit une belle jeune fille dans la rue. Jusqu'à ce moment précis. Et se fait renverser par un camion après. Bon, c'est ce que j'aurais dit si l'intro ne nous montrait pas que cet enfant est spécial. Enfin, on suppose, dans l'introduction, on le voit bébé dans les bras de sa mère qui fuit des méchants. Donc à ce stade, je pourrais croire que notre héros est spécial et qu'il pourrait être un homme caoutchouc qui pourrait supporter n'importe quel choc. Notre homme caoutchouc, qui s'appelle Angelino, rentre chez lui dans une chambre d'hôtel où il vit en colocation avec son pote Vince, qui a un crâne de squelette enflammé en guise de tête. Ah d'accord, c'est une convention graphique. Comme c'est l'ami du héros, on lui donne une apparence plus méta, c'est logique. Voyons si cette logique tient jusqu'au bout. Oh putain, la tronche! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Un camion a déboîté comme un dingue et je l'ai pas vu venir. Bon, déjà, ma théorie Tom Caoutchouc tombe à l'eau. Et pourquoi il donne à manger au cafard de son appartement ? La nuit passe, et Angelino fait des cauchemars sur l'accident qu'il a eu le même jour, et pour une raison X, ça lui évoque le chien qui avait aidé sa mère quand il était bébé. Donc pourquoi tu le vois comme une menace ? Cela dit, tu n'avais que quelques jours à cette époque. Le matin se lève et... Oh non, non, pas lui. Oh non, je crains le pire. Tu peux pas imaginer. Oh pitié, non, pas Willy. Alors content que tu sois consciente à quel point ce personnage est chiant. Mais c'est toi qui voulais le contacter la veille pour savoir s'il avait pas un tuyau pour se faire de l'argent. Je veux pas te pourrir le match, mais va falloir qu'on se bouge, mec. Peut-être que Willy aura un plan pas trop foireux pour nous. Son nom est donc Willy, et c'est un personnage particulièrement énervant. Déjà, il est moche, il ressemble à rien. Encore une convention graphique, on va dire, mais si vous vouliez faire ressortir comment il est dans son âme, je pense qu'il aurait ressemblé à un gros tas de merde. Ensuite, il parle tout le temps, avec une voix pas crédible. Puis c'est quoi son problème au voisin d'à côté? Je crie si j'ai envie de crier. On est en démocratie ou quoi? Lino, j'ai raison ou j'ai pas raison? Willy, s'il te plaît, tu peux la fermer. Hein?
Et nous aurons tout le temps de constater à quel point ce personnage est une grosse merde. Angelino, Vince et Willy décident de sortir pour prendre l'air, l'occasion pour Angelino de se plaindre de sa condition de vie. Dark Mid-City, c'est craignos à mort. Et quand je dis à mort, je veux dire que la ville finit toujours par avoir ta peau. Tu sais juste pas quand ça va arriver. Avec Vince, on a parlé plein de fois de se barrer. Mais on fait comment sans bagnole? Alors il vous reste le train, l'avion, les bus longue distance, ou au pire vous faites du stop, ou vous vous cachez dans un camion de livraison. La ville n'est pas non plus enfermée sous un dôme. Angelino perçoit des ombres maléfiques auprès de certaines personnes, notamment un policier et un prêtre catholique. Oh, mais c'est satirique tout ça, c'est un reflet de la société. Maintenant que vous savez ça, le film gagne 10 points en crédibilité. En tout cas, pas auprès de Vince et Willy qui pensent qu'Angelino est taré lorsqu'il raconte ce qu'il voit. Notre bande d'amis va railler au tacos du coin. Avec une température supérieure de 4 degrés par rapport au normal saisonnière. Merci d'avoir... Encore de mes fesses, ouais, c'est ces avions dans le ciel qui font les traîner. C'est eux qui bousillent le climat, tout ça pour qu'on achète plus de soda. Un complot d'un niveau tel que même Hultop n'a pas osé en parler. Et attention, la fille de Pluto entre dans le même tacos que notre trio d'amis. Apparemment, ce tacos est un lieu où nos 3 amis vont régulièrement, mais c'est la première fois qu'ils rencontrent cette fille. Bouclé, quoi, c'est un complot. Ouais, Lino, trop abusé, la petite saveur qui vient de rentrer. Ouais, Lino, trop abusé, la petite saveur qui vient de rentrer. Ouais, Lino... Non, c'est pas une erreur, je voulais juste m'assurer que vous ayez de l'antipathie pour ce personnage. La fille semble s'intéresser à Angelino, et on voit une erreur dans l'image. La fille sourit, mais pas dans le miroir. Et trop gêné par cette présence, Angelino sort du tacos. Il donne un billet de $20 pour 3 menus. Oui, gracias, mais c'est beaucoup trop. $20 pour 3 menus, c'est trop? Bon, je m'ennuie. Il peut pas y avoir un peu d'action dans ce film? Je regarde quand même du Ankama animation. Eh les gars, ces 3 types en costard là, j'ai l'impression qu'ils nous suivent depuis tout à l'heure. Merci. Ils se font donc poursuivre par 3 hommes en noir, ou plutôt juste la tête de Yop qui arriverait presque à maîtriser le trio si Angelino ne réveillait pas ses pouvoirs de... personnage d'Olive et Tom, et la tête de Yop finit dans les poubelles. C'est bon Vince, t'as ramassé son gun? Hein? Mais tu t'es cru dans GTA ou quoi? Encore des intoxiqués du jeu vidéo, non mais je vous jure quelle honte. Moi je suis pas un joueur, j'ai juste arraché cette peau à un vrai Pikachu. Et plutôt que de se mettre en sécurité, nos héros se posent sur une colline à faire des vœux. C'est pas comme si on était poursuivis par des hommes en noir. Et transition où Angelino et Vince retournent dans leur appart en pensant continuer leur vie pépère. Honnêtement, je ne vois pas ce qu'apporter de plus la scène sur la colline. Ok, il se pose la question de qui sont ces hommes en noir, mais il coupe court après avoir vu une étoile filante. Ce passage ne dure que quelques secondes, mais il coupe le rythme. Un raid se prépare chez Angelino et Vince. Intervention imminente. Mec, tu vois un commando, et ton réflexe premier, c'est de les menacer avec un gun alors que tu es tout seul? Tête de Yop fait partie de ce groupe. À ce stade, on ne sait pas qui leur en veut, mais on fait vite grimper l'effectif. 3 mecs armés habillés en civil, ça n'a pas été suffisant. Maintenant, on envoie tout le monde. Le raid intervient chez Angelino et Vince, mais les deux se défendent en balançant des trucs à la colle du raid, notamment une part de pizza, qui fait venir les cafards de l'appart. Mais si le twist, c'est que Angelino peut utiliser des cafards pour combattre, ça va devenir cool en termes de mise en scène. Mais au lieu d'utiliser plus de cafards, Angelino se sert des flammes sur la tête de son ami pour repousser... Attendez, l'apparence de Vince, c'est une convention graphique ou pas? Bon, la convention graphique dans un dessin animé, j'en parle depuis tout à l'heure, mais pour vulgariser la chose, c'est la barrière qui différencie ce que le téléspectateur voit de ce que les personnages du dessin animé perçoivent. Par exemple, dans Foot de rue, on a ces jumeaux, Tech et No, qui sont graphiquement identiques. Vous ne pourrez pas les différencier, mais tous ceux qui les côtoient quotidiennement dans la série sauront qui est Tech et qui est No, comme s'il y avait un détail physique que seuls les personnages du dessin animé peuvent voir. Sauf dans cet épisode de la saison 3, mais il est débile. Nous avons le cas inverse avec Yu-Gi-Oh! Arc 5. Voici le héros, Yuya, et voici 3 autres personnages.
On est d'accord, ils sont tous les 4 physiquement différents. Et pourtant, les personnages de l'anime les voient comme s'ils se ressemblaient comme 4 couteaux. C'est parce que ce sont les homologues des uns des autres d'univers parallèles, et on les voit différemment, nous, pour mieux les différencier. Et aussi question marketing, c'est plus simple de vendre des paquets de cartes avec des visages différents. Bien sûr, ça ne se cantonne pas qu'aux jumeaux, et mes amis de CDAL en ont fait une vidéo, mais vous avez compris l'idée de ce qu'est une convention graphique. Au départ, je pensais que Vince avait été dessiné comme ça, avec un design qui le représentait dans l'âme, mais que ce n'était pas comme ça que les gens le voyaient. Mais ce passage confirme que c'est vraiment un squelette avec une flamme sur la tête. Alors très bien, ça fait juste se demander pourquoi il n'y a que des humains à côté en dehors de Willy, mais admettons. Par contre, ça me posera problème pour plus tard. Bref, Angelino est étrangement excité. Il a vraiment une tête à faire peur. D'ailleurs, depuis le début, il se défend plutôt bien. Il est présenté comme fétiche, mais il sait utiliser une arme à feu. Ah bah dis donc, la vie en banlieue. Il défonce la colle d'un CRS et découvre que... Mon frère. Et après cette révélation, Angelino et Vince s'enfuient par les égouts. On a ensuite un flashback de... je ne sais pas qui. Peut-être ce gars qu'on nous montre tuer la mère d'Angelino. Nos 2 compères se cachent dans une maison abandonnée au milieu du ghetto. Quelle élégance! Angelino et Vince apprennent qu'ils sont recherchés par la police pour de fausses accusations, mais ce n'est pas plus grave que de perdre la télé. Oh non, 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 non! Tu croyais qu'on était dans la merde? Là, on est vraiment dans la merde, mec. Les gars d'ici, tu crois que c'est le genre à appeler pour balancer les mecs comme nous? Bah peut-être, vu que la scène d'après, les méchants ont retrouvé la trace d'Angelino et Vince sans qu'on nous montre comment. Et franchement, si vous avez réussi à les retrouver aussi facilement, je ne comprends pas comment vous n'avez pas réussi à dénicher Angelino plus tôt. Toutefois, ça paraît difficilement crédible qu'il se soit fait dénoncer, puisque les hommes en noir se font directement attaquer par un gang. C'est la baston, tête de Yob pourchasse Angelino et Vince, et là d'un coup, tu as le chef du gang qui arrive. Je tiens ce monde pour ce qu'il est. Un théâtre où chacun doit jouer son rôle. Voici venue l'heure fatidique de la nuit, où les tombes baillent et où l'enfer lui-même souffle la contagion sur le monde. Franchement, j'adore ce gars qui récite du Shakespeare. Ça défonce les clichés et ça le rend badass. C'est mon personnage préféré du film. Malheureusement, il se fait headshot. Même pas 5 minutes de temps d'écran. Bref, les hommes en noir sont morts, mais c'était finalement une mauvaise idée de les tuer, car ça les change en monstres tentaculaires. Pas le temps de réfléchir, Angelino et Vince volent un camion de classe et s'enfuient dans une course-poursuite, ma foi, bien animée. Dans l'ensemble, je n'aime pas l'animation de ce film, et je crois que je comprends pourquoi. Je pense que le dessinateur, Ron, est très bon pour caricaturer ses personnages sur le format papier. Mais ils ne sont pas conçus pour s'adapter au mouvement. Je ne suis pas un spécialiste de l'animation, mais je crois que c'est cela qui me pose problème avec le film. Et comme ici on voit surtout des plans sur des bagnoles et des armes à feu, l'animation peut atteindre son pic sans être gênée par le mouvement des personnages. Bon, ça n'empêche pas quelques grossièretés inhérentes à l'identité du film. Et on a... du brisage de 4e mur. Qu'est-ce qui se putain de passe? Oh, le plagiat d'Antoine Daniel! D'où viennent ces monstrueuses créatures tentaculaires? Le cinéma n'a jamais vu un truc pareil! Je croyais que c'était une coproduction japonaise. Ils doivent savoir que c'est faux. Les monstres tentaculaires, c'est leur truc. Et surtout, comment on fait Vince pour vivre avec une tête pareille? Donc, pas une convention graphique. Et après la course-poursuite, Tête de Yob se met à l'écart de son équipe et de ses supérieurs, car il a été humilié 2 fois par le héros, donc maintenant c'est personnel. Tu gagnes quoi à agir tout seul? Angelino et Vince changent de vêtements et se réfugient à leur tacos préféré. Ils retrouvent la fille de Pluto, en moins bien animée maintenant. Sans transition, Angelino a tout raconté à la fille, alors que c'est leur première vraie conversation. La fille sympathise, et tout de suite derrière, les hommes en noir entrent dans le tacos et sous-entend que la fille travaillait pour eux. T'as bien travaillé, Luna. Pour une fois. Oui, tu as bien travaillé en... restant planté là en faisant des clins d'œil aux héros. N'importe quoi! Ils essaient de faire passer cette trahison comme quelque chose de sérieux! Angelino a vu Luna que 2 fois avant cette scène, et c'est juste des échanges de regards, mais on est censé être particulièrement effronté quand on voit cette scène! On ne connaissait même pas son nom jusque-là! Ça ne marche pas comme ça, une tragédie romantique! J'ai l'impression de voir une romance tertiaire du cœur à ses raisons, façon si on prenait la série au 1er degré!
Ça me fout tellement en rogne que j'en oublie de dire que les saumons noirs sortent leurs tentacules pour mettre Angelino KO. Angelino se réveille sur un fauteuil suspendu dans le vide. Et c'est à 50 minutes de film qu'on nous explique enfin les origines d'Angelino et son lien avec les hommes en noir. Ces derniers sont des machos. Machos, comme les dessinateurs de ce film ? Ce sont des sortes de matières noires de l'univers qui ont pris vie et se sont matérialisées sous forme d'humanoïdes. Une origine extraterrestre assez intéressante, même si on peut faire le parallèle avec Marvel, notamment avec les symbiotes et les Skrulls. Ils placent des membres de leur organisation dans la politique américaine, afin de générer de la négativité chez les humains. Négativité dont les machos ont besoin pour se nourrir. Je sais pas du tout comment ça marche. Et ils sont sous la direction de... c'est quoi ton nom? J'ai pas très bien compris. Nous sommes entre nous, tu peux m'appeler Mr. K. Mr. E? Mr. K. Mr. Key? Putain, pourquoi tu parles normalement et là d'un coup tu essaies d'avoir un accent américain? Si les machos en avaient après Angelino, c'est parce qu'il est moitié humain, moitié macho de son père, qui était le plus fort des machos. Mais en s'étant reproduit avec une humaine, le père a violé un interdit. Mr. Key veut malgré tout convaincre Angelino que les humains sont méprisants et qu'il doit se joindre à eux car... solidarité macho? Non, c'est la seule explication qu'on nous donne. Mon cher monsieur Maccabée, voilà la différence entre nos deux espèces. Alors que vous les hommes, vous vous massacrez aux quatre coins de votre planète, nous les machos avons un infini respect pour notre prochain. Car nous sommes animés par le même idéal. Mais ce genre de considération doit largement vous dépasser. Alors Yeux Noir n'est pas un macho? Donc ces yeux noirs sont totalement humains? Non mais les yeux noirs, c'est convention graphique. Alors... Et si les machos détestent autant les humains, pourquoi collaborer ouvertement avec eux? Qui les manipulent dans l'ombre, ok, mais là, en ayant de vrais alliés humains qui se battent pour leur cause, ils deviennent contradictoires. Prends ta place auprès des tiens. Tu vas regagner ta cellule et tu vas tuer ton ami. Mais pourquoi tuer mon ami? D'accord, tous les humains ont été des ordures avec moi, mais Vince n'est pas un humain, c'est un squelette vivant. Vous comprenez mon problème avec le fait que l'apparence de Vince ne soit pas une convention graphique? Alors vous pouvez me dire que malgré l'apparence de squelette de Vince, il reste humain, mais moi je ne m'en contente pas quand on me balance cette contradiction à la figure. Luna apparaît pour essayer de convaincre Angelino, mais... Non, c'est toujours de la merde. Pour commencer, le crush que Angelino a eu envers Luna repose juste sur « Oh, jolie fille !» Mais surtout, les sentiments d'Angelino envers Luna ont changé, puisqu'il est persuadé qu'elle a trahi. Ça ne peut pas fonctionner. Et au final, vu que Angelino est déjà bien lobotomisé, cette intervention sert juste à ce que Luna se connecte à son esprit, parce que pourquoi pas, ce qui fait qu'elle est touchée par l'amour que sa mère portait pour lui. Et donc, ça la ouvre à une rédemption. J'ai cru comprendre que le personnage était mieux développé dans la BD d'origine, et vous savez quoi? Plusieurs éléments du film me font penser que j'aurais plus de facilité à adhérer à la BD. Mais l'adaptation n'est pas une bonne porte ouverte pour avoir envie de la découvrir. Père, vous m'aviez dit que toute vie en dehors de la base me serait impossible, que j'étais la seule hybride et que les humains n'avaient rien de bon en eux. Ah d'accord, parce que Luna est aussi une croisée humaine macho, et c'est Mr. Key qui a couché avec une humaine, alors que pour lui, la reproduction humain-macho est illégale. Bon, on aura un début de réponse plus tard, mais cette dispute, c'est juste là pour justifier le revirement de Luna. Bon, maintenant que Angelino est sonné, Mr. Key l'envoie dans la cellule de son pote. On a alors une scène forte en tension où Angelino lutte contre son envie de tuer Vince. Suite à cela, il s'évade, Mr. Key croit qu'il a tué Vince et... Ah oui, je n'ai pas parlé de ça. On a un groupe de catcheurs de lucha libre qui sont en vérité des gardiens, des descendants de guerriers aztèques, ça nous rappelle des souvenirs, c'est même pas fait exprès, qui ont pour but de protéger l'humanité de tous les maux. Qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien, le beau blond aux yeux bleus a saigné du nez et ça a fait une tache qui serait supposément en forme de cafard. Ce qui nous renvoie au cafard d'Angelino. Ah oui, ça aussi j'en ai pas parlé. Ils se sont tous regroupés pour suivre la trace d'Angelino. Cette manifestation est passée aux infos et du coup, quand ils ont vu ça, les catcheurs ont suivi la trace. Et c'est la seule chose auquel les cafards serviront pour le reste du film. Moi qui espérais un combat cool avec Angelino qui se forme une armure de cafard, ouais bah là, je suis déçu. Du coup cet affect au cafard c'est juste un pouvoir bonus. Bref, les cafards mènent les gardiens à Angelino, ils en déduisent qu'ils doivent le faire évader, et pour s'enfuir ils sont aidés par un scientifique humain qui était retenu en captivité. Durant l'évasion, Angelino tombe dans les pommes, et on a la plus belle scène du film, même si elle sort de nulle part.
De nulle part, car Angelino se retrouve d'un coup connecté à l'esprit de son père, sans aucune explication. Mais la scène est belle. On a Angelino qui a peur de ce qu'il est, mais son père est là pour le réconforter, et même si ce n'est pas dit directement, il sous-entend que son humanité est une force car il vient de sa mère. Il est un être unique, et c'est à lui de décider ce qu'il veut être. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous protéger, toi et ta maman. Mais ils étaient trop forts. Pourtant, ils n'ont pas retrouvé Angelino jusque-là. Si cette scène avait été mieux amenée et ne se coupait pas sec par la suite, elle aurait pu me faire lâcher une larme. Oui, car d'un coup, dans le rêve d'Angelino, on entend le scientifique humain de tout à l'heure donner des explications aux gardiens sur les plans des machos. En fait, comme les machos ne font pas confiance aux humains, ils ont décidé de placer parmi eux des hybrides artificiels humains machos qui ont été créés directement par des scientifiques humains. Du coup, ça veut dire que Mr. Key était consentant à donner son ADN pour créer Luna? Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Les machos n'ont donc pas la technologie nécessaire pour créer des clones mi-humains, mi-machos. Ce serait donc ça la raison qui les pousse à s'allier avec des politiciens humains? Du coup, les humains fournissent des scientifiques qui créeront des clones pour que les machos puissent les manipuler à travers eux? Ce ne serait pas plus simple de kidnapper directement les scientifiques humains et les forcer à bosser pour vous, plutôt que de s'allier avec le camp que vous comptez infiltrer? Surtout que ce Yeux Noir, qui est humain, semble assez proche de Mr. Key pour savoir ce que les machos manigancent. Alors il a peut-être ses raisons pour être plus fidèle aux machos qu'au gouvernement américain, mais on ne nous le montre pas, ou alors pas assez. Et au-delà de ça, je ne vois pas l'intérêt des politiciens humains. Pourquoi accepteraient-ils de faire alliance avec les machos? Ok, on est dans une Amérique dirigée par des républicains d'extrême droite trumpistes, et ça arrange leurs affaires d'étendre leur pouvoir à travers des actions anti-écolo. Mais d'un, ils n'ont pas besoin d'extraterrestres pour faire ça, et de deux, ce sont des personnes fermées d'esprit et contre l'intégration. Pourquoi s'allieraient-ils à une espèce non humaine? Ils ne veulent même pas s'allier à des humains qui n'ont pas la même couleur de peau qu'eux. Quand ce film répond à tes questions, il m'en fait poser plus. Bon, dans cette parenthèse, on apprend également que si les machos encouragent la pollution et la déforestation chez leurs alliés humains avides de pouvoir, c'est pour faire fondre les pôles car ils craignent le froid. Sauf que si le réchauffement climatique augmente et que les glaciers fondent, ça va entraîner une peste de température des eaux et une déstabilisation du vortex polaire qui rendra les hivers plus froids. Je ne suis pas une chaîne scientifique, regardez le jour d'après. Après plusieurs jours d'inconscience, Angelino se réveille dans un ranch au milieu du désert. Ici, les gardiens sont en train de construire un missile sous les ordres du scientifique, qui est quand même un peu désagréable. Et Angelino, il se dit « Pas mon problème ». C'était pas notre place, Vince. Regarde-nous. Tu crois franchement qu'on a la gueule de sauveur du monde? Aussi antipathique que peut avoir l'air la décision d'Angelino, je la trouve bien amenée. Il ne veut pas être lié à cette histoire de macho. Dans son rêve, son père voulait qu'il devienne ce qu'il veut être, et il ne veut pas être le héros de cette histoire. Je trouve que ça amène un peu d'originalité. Si on concluait le film là-dessus, avec les gardiens qui font leur action de leur côté pour arrêter les machos, je serais satisfait. Mais Angelino et Vince achètent un billet pour aller au Mexique. Donc le dilemme de départ sur le fait qu'il n'arriverait pas à quitter Dark Meat City, ça vaut que dalle s'il pouvait déjà s'acheter un billet, mais ce n'est pas de ça que je voulais parler. Angelino décide d'appeler Willy pour le prévenir qu'il quitte pour toujours Dark Meat City, mais pas de bol, Tête de Yop est chez Willy. Quoi tu joues, sale chauve-souris foireuse de merde? Attends, une chauve-souris? Une chauve-souris? Non, 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 ce n'est pas une chauve-souris. Ça, c'est une chauve-souris. Ça, c'est une chauve-souris. Ça, c'est une chauve-souris. Ça, c'est une grosse merde! Bref, sous la menace, Willy demande à Angelino de venir chez lui au plus vite. Angelino sent que quelque chose ne va pas. Faudrait peut-être aller checker s'il va bien. Quoi? Retourner à Dark Meat City? Non mais t'es malade! Ouais, t'as raison, c'est trop risqué. Ouais, tu me rassures. Ouf, bonne décision. Mais d'un autre côté, s'il est en danger, on peut pas le laisser tomber. Bipolarité! Et puis franchement, abandonner un groupe qui essaye de sauver le monde, ok, mais si c'est pour aller sauver une ordure derrière, oh, je suis mauvaise langue, Willy va sûrement être reconnaissant envers ses potes. Tête de Yop se prépare en sniper avec la conviction de tuer Angelino et Vince. Ah oui, il a vraiment décidé de les tuer, et je suppose qu'il n'a aucun compte à rendre au macho. Quand il repère Angelino, Tête de Yop tire sur lui, mais quelqu'un se place devant lui, ce qui amène une fusillade avec un gang. Et malgré toutes les balles qui passent au travers de la caravane, Willy ne reçoit aucune balle perdue. Veuillez noter qu'un hélicoptère filme l'action pour les news, et que dans le lot, c'est Tête de Yop qui est décrit comme étant un terroriste. Haha, mais c'est à cause du bronzage, les journalistes n'ont pas compris. Il faut sauver Willy.
Tête de Yup se prend une balle d'un membre de gang, Angelino en profite pour secourir son ami, et c'est à ce moment-là que les gardiens envoient leur missile dans le ciel qui explose, l'explosion dérègle l'hélicoptère qui s'écrase sur Tête de Yup, et l'explosion du missile provoque une chute de neige qui s'étend sur tout le pays, ce qui congèle tous les machos, qui sont uniquement des riches, des politiciens et des policiers. En fait, c'est une bombe anti-champ de droite. Allez Mélenchon, retire ton costume, on t'a tous reconnu. En tout cas, ça ne congèle pas directement Angelino. Sans doute car il est à moitié humain et qu'il n'est pas né dans une éprouvette. Oh, et Luna passe par là. Et n'est pas affecté par la neige? Donc Mr. Key a vraiment pécho une humaine alors que pour lui c'est contre nature, oh et puis merde. Et en plus, elle embrasse Angelino et ça le réchauffe. On va dire que c'est le pouvoir de l'amour. Mes yeux noirs interrompt la fête car il a reçu l'ordre de tuer Angelino pour sa non-fidélité au macho. C'est un combat d'homme-homme. Fais ton truc avec tes tentacules et dégomme-le! Tu sais que tu pourrais aider plutôt que de rester planté là. Bon, parlons sérieusement, cette mise en scène sert à montrer que Angelino rejette sa part macho et qu'il n'utilisera pas ses pouvoirs pour le combat. C'est fort. Je suis honnête, c'est vraiment fort. Comprenant que son ami n'allait pas se changer en monstre, Vince décide finalement de faire quelque chose. Ça ne sert à rien, mais au moins il essaie. Car Willy... Hein? Je vais par là-bas. Surtout lâchez rien les gars. On se retrouve chez Pipo. Sérieusement, si ces 4 individus se noyaient, mais que vous pouviez n'en sauver qu'un, vous choisiriez qui? Mais pas de panique car... C'est à ça qu'on reconnaît les vrais losers. C'est comme ça qu'on se retrouve bêtement du mauvais côté du canon. Le pire est encore à venir. Hamlet, acte 3, scène 4. Qu'est-ce que... Non, stop. Alors je suis content de revoir mon personnage préféré de ce film, mais... Il était mort. Il était mort. Je veux dire, vous voyez ce passage? Vous vous dites pas, oh il a survécu, ça va. Elle lui faire mal ça. Faut que j'appelle du renfort. Mais c'est ridicule. Il s'est fait headshot. Oh allez, si ça se trouve, la mère d'Angelino est encore vivante. Alors je vous le dis tout de suite, j'en ai plus rien à foutre. Deus Ex Machina, le gang de Pluto tue Yeux Noirs, je sais pas, c'est peut-être un film pro-armes, Angelino est triste parce que Luna est partie, on passe à 2 mois plus tard où les choses ont changé. Voilà un peu plus de 2 mois que toute cette merde s'est produite. La neige commence seulement à fondre, et la ville se remet tout doucement à vivre. On parle déjà plus de l'explosion dans le ciel qui a fait neiger. Ils ont évoqué un attentat météo, puis un accident de satellite dans la stratosphère, et là, plus rien. Comme si rien ne s'était jamais passé. Oui, l'explosion dans le ciel qui fait tomber la neige dans tout le pays, quelle importance! C'est comme une pieuvre à tête de chien qui fait une apparition à New York. Qu'est-ce qu'on s'en fout? On n'évoque même pas les morts par congélation. On a un nouveau président. Je sais pas si ça suffira à faire changer les choses, mais c'est une femme. Alors, tous les espoirs sont permis. Ah oui, parce que maintenant c'est devenu une œuvre féministe. Oui, écoutez le film dont le seul personnage féminin de moindre importance ne sert à rien et qui nous régale de ce genre de plan. On n'a toujours aucune nouvelle de Willy, sauf sur les chaînes musicales. Apparemment, il traverse une crise mystique et vient de sortir son premier single. J'ai des petites sunglasses, j'habite dans l'espace. J'ai pas de masque à oxygène, mais je m'en bats les youps. C'est moi l'oxygène, c'est moi qui me démultiplie en oxygène. Pas sûr que ce soit excellent pour son karma. Cela prouve surtout que le karma n'existe pas. Putain, pourquoi il a le droit à sa happy end en étant riche et célèbre alors qu'il abandonne les 2 amis venus exprès pour le sauver? Et pas moi. J'ai jamais autant détesté quelqu'un de ma vie. Avec Vince, on est revenu habiter à Rios Rosas. Le quartier est toujours aussi pourrave, mais c'est chez nous. C'était un film avec pour morale, on est bien mieux chez soi? Je n'avais pas compris que les événements devaient appuyer ce fait. On comprend alors que Angelino écrit une lettre pour Luna. Comme ça. En fait, il ne connaît pas son adresse, mais il lui écrit une lettre dans l'espoir qu'elle tombe dessus un jour. Honnêtement, ça aurait pu être un passage fort, mais là encore, ça ne marche pas car la relation Angelino-Luna est très mal écrite. On est au niveau du couple central de la légende de Titanic.
À choisir pour ce qu'elle vaut dans le film, j'aurais préféré que ce soit un personnage de fond qui n'apporte rien à l'intrigue, mais dont Angelino a quand même eu le coup de foudre et que c'est seulement à la fin, après avoir gagné en assurance, qu'il se donne du courage pour aller lui parler. Et là, ça aurait été mignon. Cela aurait sûrement été différent de la BD, mais une adaptation est libre de prendre des libertés. Bon, pour vraiment finir sur une bonne note, les derniers plans sont esthétiquement réussis. J'adore cette image de vaisseaux spatiaux qui sortent de la Lune pour foncer sur la Terre. La bonne fin cliffhanger qui te donne envie de voir la suite. Ah ok. Ce film ne m'a pas plu. Dans l'ensemble, il y a quand même des choses auxquelles j'accroche. L'arc d'Angelino dans ce film est bon, et... quand on ne se concentre pas sur les personnages, le film propose de jolies images, il a sa patte visuelle, et... le chef de gang est badass comme jamais. Même si c'est con de le faire revivre à la fin. Ah non, je n'ai vraiment pas aimé Mutafukas. Le scénario prend trop de temps pour vraiment décoller, et lorsque cela arrive, on ne comprend pas trop où il veut aller. Les personnages sont assez mal gérés, mention spéciale à l'image de la femme qui en prend un sacré coup, et à ce personnage de merde que je déteste plus que tout au monde. Je trouve vraiment que le chara-design de l'ensemble des personnages n'est pas adapté à l'animation, et je ne comprends pas ce que je suis censé retenir du film. Il y a bien la morale, ce n'est pas nos origines qui nous définit. Mais voilà, il y a tellement d'intrigues à côté que ce n'est pas quelque chose qui englobe le tout. Après, je n'exclus pas la possibilité que je sois passé à côté de ce qui rend ce film exceptionnel. Je ne l'ai pas aimé, mais je n'estime pas mon avis plus haut que le vôtre si vous avez aimé ce film. Sauf peut-être si vous êtes fan de Willy. Cela reste tout de même un passage obligé pour les critiques de dire du mal d'un film ou d'une œuvre que tout le monde a aimé, sauf la critique qui critique. Mutafukas était pour moi le sujet parfait pour m'adonner à cette tâche, et peut-être avoir plus d'assurance à l'avenir pour parler de choses qui peuvent déplaire. À vous de me dire si j'ai réussi. En tout cas, ça m'a quand même fait plaisir d'avoir écrit cette vidéo, et j'espère que vous serez bien divertis. À très bientôt mes petits bichous!